Sophie fait son cinéma un lundi par mois. Retrouvez Sophie Dulac et Ilana sur Judaïque FM. Sophie, bonjour. Bonjour Ilana. Alors, c'est un invité de choix que nous avons aujourd'hui. Oui. Ne faites pas ses yeux, je ne donnerai pas son nom. Un invité de choix, mais avant que nous parlions avec notre invité de choix, alors je vais vous parler de quelques films qui sont à l'affiche en ce moment, dont un que j'ai vu hier soir et que m'a vraiment enchanté. Alors d'abord, forcément, on ne peut pas passer à côté du prochain Clint Eastwood, qui sort le 19 février, qui est le cas Richard Jewell, n'est-ce pas? Jewell, avec l'accent américain, qui est l'histoire vraie de ce policier américain qui, le 27 juillet 1996, découvre une bombe posée au stade d'Atlanta pendant les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Oui, Sophie, notre invité, même si on ne donne pas son nom, peut participer. Bien sûr qu'il peut Avec participer. plaisir. Voilà, avec cette voix. C'est une voix mystérieuse. Et alors, réagissant au quart de tour, il fait évacuer la zone en urgence avant l'explosion. Il fit quand même 3 morts et 111 blessés. Mais sans lui, le bilan aurait été bien plus lourd. Sauf que 3 jours plus tard, un article mal informé le présente comme un suspect aux yeux du FBI. Et voilà Jewell qui passe de héros national à suspect numéro 1, cible d'un harcèlement médiatique terrible. C'est un film extraordinaire, comme souvent les films de Eastwood quand même, qui est quand même un grand réalisateur. Avec cet acteur qui s'appelle Paul Walter Hauser. Je sais pas si vous avez vu les films de Spike Lee, Black Landsman, l'homme qui infiltre le Ku Klux Klan, qui joue dedans. Voilà, ça je pense qu'il faut courir voir Eastwood parce que d'abord il est plus très très jeune, notre petit Clint, et il fait encore des films formidables. Donc ça sort le mercredi 19 février. Et puis j'ai envie de vous parler également d'un autre film de Alejandro Amenábar. Alors on passe vraiment d'un autre sujet qui s'appelle Lettre à Franco. Voilà, on est en 36 en Espagne, c'est le célèbre écrivain Miguel de Unamuno qui décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l'ordre. Et pendant ce temps, fort de ses succès militaires, Franco prend les rênes de l'insurrection. Alors que les incarcérations d'opposants se multiplient, Miguel de Unamuno s'aperçoit que l'ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable. Je pense que c'est un film à voir, c'est un film sur un sujet aujourd'hui qui ça peut vous intéresser effectivement parce que c'est un sujet dont on parle assez peu. Ça avait d'ailleurs l'occasion de ressortir, et je parle pour ma paroisse, un documentaire qui s'appelle Le silence des autres, qui est un très beau documentaire justement sur cette époque Franco. Et donc je pense qu'il faut aller voir ce film. En plus, Amenábar est un grand réalisateur. Et on n'en parle pas tellement en fait de cette époque de Franco, donc c'est l'occasion. Sophie, juste pour info, il a été programmé, il est passé à Haïfa au festival d'octobre, et c'est un film magnifique. Et le public israélien était très concerné par cette époque. Il y a eu un débat. On ne sait pas trop bien le rôle qu'a eu Unamuno parce qu'au début, c'est un grand écrivain, poète, philosophe, qui quand même décide de soutenir cette rébellion militaire, donc je pense que c'est important. Le film est très beau, le film magnifique, est un très très beau film, absolument. Ah oui. Et voilà encore un film qu'il faut essayer d'aller voir le plus vite possible, parce que vous savez qu'il y a tellement de films sur les écrans parisiens que quelquefois on attend un peu trop longtemps et ça passe à l'as. Oui, ça disparaît parfois très vite, non ? Assez vite. Oui. Et c'est vrai que c'est une période qui est quasiment oubliée des cinéastes, et c'est bien dommage. Oui, absolument. Il faut se rappeler le film de Malraux, L'Espoir, qui est un film qui n'est pas un grand film, mais qui est un film témoignage, parce qu'il faut savoir qu'il a filmé pendant la guerre civile à Madrid, de rue en rue. C'est extraordinaire. Et il fut un temps où j'avais, moi, un projet comme ça, de film dans le film, et d'essayer de retracer... Dans cette période-là ? Ce film-là, de Malraux, décidant d'aller tourner pendant la guerre civile à Madrid. Bon, je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup les films témoignages, on a besoin de films témoignages en ce moment, je trouve, dans le monde dans lequel nous sommes. Et puis alors, un autre film, qui est un premier film de Filippo Meneghetti, qui est un magnifique film, puisque c'est moi qui le distribue, donc forcément j'en parle un petit peu, qui s'appelle Deux, avec Léa Drucker, Martine Chevalier, Barbara Suková. Grand film d'amour, franchement, qui est l'histoire de 2 femmes qui vivent sur le même palier, pas ensemble, mais sur le même palier, et qui sont
totalement amoureuses l'une de l'autre, mais dans le non-dit complet, forcément, ce sont deux femmes seniors, elles ont 60-65 ans, c'est encore un sujet que l'on traite assez peu, l'amour chez les seniors, et qui plus est l'amour homosexuel chez les femmes d'un certain âge. C'est très beau, c'est très pudique, c'est très sobre. Elles sont de simples voisines aux yeux de tout le monde, jusqu'au moment où l'une d'elles va avoir un petit problème médical, et c'est monté comme un thriller. Franchement, c'est un film d'une beauté, parce que l'amour n'a pas d'âge. C'est très pudique, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et surtout ces deux actrices magnifiques, Barbara Suková, dont je rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, c'était l'inoubliable Hannah Arendt, et Martine Chevalier, qui est une grande actrice de théâtre. Alors moi, je suis très très content d'entendre qu'il y a Martine Chevalier dans ce film. Il faut dire que j'ai connu Martine Chevalier à mes débuts. J'étais moi-même acteur et nous avions tous les deux 20 ans au Théâtre de la Ville. Voilà. Et j'ai été tellement choqué qu'elle soit écartée du français, que nous avons renoué contact, et puis voilà, la savoir au cinéma comme ça. Exactement. C'est une grande actrice. Très grande actrice. Alors elle est toujours membre du Français, mais elle a été très longtemps sociétaire, effectivement, elle n'y est plus. Et c'est une femme qui fait quelques incursions dans le cinéma pour notre plus grand plaisir de temps en temps, avec Léa Drucker qui joue sa fille, qui est une actrice magique, et Barbara Suková, pour laquelle j'ai une passion totale. Mais franchement, c'est une femme délicieuse, merveilleuse, et qui, dans ce rôle-là, avec cette petite pointe d'accent français, et magique. Donc, faut vraiment aller voir ce film, parce que c'est un premier film, et qu'il faut encourager les premiers films, et qui plus est, un film magnifique. Voilà. Et je peux terminer, j'ai encore le temps de terminer? Bien sûr, vous avez encore. Alors, sur un film que j'ai vu hier après-midi, imaginez-vous, et qui m'a absolument emballé, mais vraiment, c'est le dernier film de Guy Ritchie, qui s'appelle Gentleman. Alors, Gentleman, c'est un casting de rêve, c'est Matthew McConaughey, c'est Hugh Grant, c'est Colin Farrell. Waouh! C'est Eddie Marsan, Charlie Hunnam, et c'est le grand retour de Guy Ritchie. Il faut aimer son cinéma. Je sais pas si notre invité, si vous connaissez Guy Ritchie. Non, pas très bien. Alors, plus. Il a fait Snatch, il a fait des Sherlock Holmes. Bon, il a fait malheureusement un très mauvais film qui s'appelait Aladdin, mais c'était une commande, c'était pas de lui. Et là, c'est son grand retour. C'est un vrai film choral de polar, avec des dialogues d'une drôlerie, un scénario merveilleusement bien ficelé, un Hugh Grant méconnaissable, qu'on a grimé un peu pour le vieillir dans le rôle d'un journaliste véreux absolument incroyable, et puis Matthew McConaughey, que je ne présente plus, je pense que tout le monde sait qui c'est, qui est un baron du cannabis, qui va vouloir vendre son affaire, qui va provoquer une guerre des gangs. C'est absolument enchanteur. Donc là encore, je vous encourage à aller voir ce genre de film, parce qu'on sort de là et on est très heureux d'avoir été au cinéma, et on a une vraie banane, quoi. On a envie de sourire, et ça fait du bien. Sophie, on va dire deux mots sur les Césars, puisqu'il y a un documentaire, un de vos documentaires qu'on a tous vu. On a invité Samuel le réalisateur. Bijawi, absolument. Alors ça, alors je suis extrêmement heureuse, parce que c'est 68, Mon père et les clous, qui est un documentaire qui a priori ne sortait de nulle part, sauf que nous avons découvert ce film au Champs-Élysées Film Festival, qui est l'histoire de la fin d'une institution qui s'appelait Bricomonge, rue Monge, qui est une droguerie qui était tenue par Monsieur Bijawi, père, et qui va fermer. Et Samuel, son fils, va filmer les quelques semaines de fin de cette institution, et c'est absolument divin, parce que c'est tendre, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, c'est drôle, et il a fait un parcours incroyable, ce film. En fait, on l'a sorti. Il a fait presque plus de 15 000 entrées, ce qui est quand même incroyable sur une ou deux salles à Paris. Il a été nommé au 25e Lumière internationale de la presse internationale. Et là, il est nommé pour le César du meilleur documentaire. Donc, on va croiser les doigts en espérant que, effectivement, les Césars arrivent à découvrir justement ce genre de petites pépites pour le faire sortir de l'ombre. Alors, je voudrais que vous réagissiez, vous, et surtout votre invité. Alors, j'ai toujours peur de dire son nom. Polanski. Dénomination normale pour un film comme ça, 12, j'accuse. Crois, absolument. Écoutez, Polanski. Bon, moi, je ne vais pas porter de jugement sur Polanski. Je pense que l'affaire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que cette affaire de Polanski est l'arbre qui cache la forêt au niveau des Césars. Je pense que c'est un argument qui a déclenché en fait quelque chose qui, dans le fond, n'est pas plus mal, qui est un dépoussiérage complet, peut-être du fonctionnement des Césars aujourd'hui, puisque vous l'avez peut-être entendu, tout le
conseil d'administration a démissionné. Il y avait vraiment un problème de parité, il y avait vraiment un problème, je pense, de conseils qui étaient là, éligibles à vie, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. C'est souvent les mêmes films qui sont nommés. Donc peut-être que ça va bouger un peu les choses. Quant à Polanski, moi je pars du principe que si on n'aime pas Monsieur Polanski, pour une raison ou pour une autre, on ne va pas voir son film. On boycotte son film ou on ne produit plus Polanski en France. Mais on ne peut pas nous imposer la pensée unique pour moi qui est de n'y aller pas et on vous intime l'ordre de pas y aller et de taguer les salles de cinéma comme ça m'est arrivé chez moi à l'Escurial parce que je passais J'accuse. Chacun doit avoir son libre arbitre, c'est tout. Et donc on n'aime pas, on n'y va pas, on boycotte. Monsieur l'invité surprise. Oui, écoutez, moi, franchement, je suis sidéré. Et avant de prendre l'entête, on en parlait, j'ai eu la chance de vivre une époque heureuse, insouciante, libre, et nous avions la possibilité de nous exprimer et de faire, tout simplement, dans la joie et dans le plaisir. Aujourd'hui, on est dans une situation sociale et les derniers événements qu'on a vécus avec l'élection à la mairie de Paris nous entraînent vers un constat terrifiant, d'une mainmise de quelques-uns sur la pensée générale. Moi, je dois dire que par rapport au film de Roman Polanski, ce que je veux juger, moi, c'est avant tout une œuvre majeure. Et ce qui m'étonne quand même, c'est que personne ne fasse état de cette attaque frontale sur une œuvre comme celle-là, qui dénonce un acte antisémite absolument abject en France, et au prétexte de vouloir, accabler, peut-être à juste titre, peut-être pas, je ne sais pas, un réalisateur, on efface un film très important qui montre comment la mécanique de l'antisémitisme et du racisme et de l'exclusion fonctionne dans la plus haute hiérarchie de l'époque, c'est-à-dire l'armée. Et ça, c'est effacé, bousculé, balayé au prétexte qu'il faille dénoncer son auteur. Mais moi, c'est toutes ces associations qui ont dénoncé avec vigueur et avec un peu de fanatisme ce film. Je suis désolé, mais je ne les ai pas vus, moi, au moment où on a parlé de Sarah Halimi. Bien sûr. Elle n'était pas là. C'est un peu le reproche, effectivement. Elle n'était pas là. Bien sûr. Et elles n'ont rien dit. Et encore aujourd'hui, elles ne prennent pas la parole pour défendre cette femme qui a été défenestrée. Mais il faut prendre la parole pour accabler un film qui dénonce ce type d'acte antisémite. Cela étant, le public ne s'est pas, le public ne s'est pas laissé prendre par ça. Il y a 1,8 million quand même d'entrées sur J'accuse. Bien sûr, et heureusement. Absolument. Donc le public a fait la part des choses. Mais il y a quand même quelque chose derrière, comme dit l'invité surprise. Oui, bien sûr. L'arbre cache la forêt. Enfin, il y a autre chose derrière quand même. Et malheureusement, je pense que c'est le début. Ça n'est qu'un début, je pense, d'une forme de censure. Encore une fois, quand je parle de pensée unique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous dit comment il faut penser, on nous dit comment il faut vivre, on nous dit comment il faut être heureux. Enfin, je veux dire, c'est terrible, quoi. Ouais. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Alors, 2 mots sur les Oscars, puisqu'ils ont fini. Paradise, c'était une surprise. Vous êtes déçu que le film Les Misérables n'ait rien Non, je suis pas du tout déçu. Alors, pour le coup, pas du tout déçu. Je suis très contente qu'il soit allé aux Oscars, c'est très bien. Mais je suis pas du tout déçu. Paradise est un chef-d'œuvre, mais vraiment, c'est un film incroyable. J'aurais adoré distribuer ce film, évidemment, c'était formidable. Extraordinaire film. Après, il remporte tous les prix. Alors là encore, les Oscars, on est encore une fois un peu dans toujours les mêmes catégories de films qui marchent extrêmement bien. Palme d'Or, plus de 2 millions d'entrées en France. Peut-être qu'un autre film aurait pu avoir sa chance aux Oscars, pourquoi pas. Mais je suis très contente pour ce film-là, parce que c'est la première fois en plus qu'en France une Palme d'Or fait autant d'entrées. En général, on est entre 500, 600 000, 700 000 entrées. Là, c'est plus de 2 millions d'entrées, c'est extraordinaire, surtout pour le distributeur. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas un gros distributeur, donc on est très content pour lui. Après les Oscars, il y a peut-être eu des révolutions dans les Oscars. C'est super que Renée Zellweger, qui revient sur le devant de la scène, le film Judy est magnifique, elle fait Judy Garland, c'est un film extraordinaire, dont on parlera peut-être une prochaine fois. Très contente, mais en même temps, c'est Joaquin Phoenix, c'est toujours un peu les mêmes, quoi. Brad Pitt, même si c'est mérité, si vous voulez, mais il y a quand même, il n'y a pas beaucoup de surprises. Non, il n'y a pas beaucoup de surprises. Très bien, on marque une pause, et tout de suite après,
Enfin, Sophie, vous allez nous dévoiler cette invitée surprise. On fera un jeu la prochaine fois pour voir si nos auditeurs ont trouvé. Qui est-il? Qui est-il? On marque une pause. Allez, on est toujours content de réécouter ce générique, Sophie. Allez, oui, on adore ce générique. Le portrait. Vous avez reconnu d'ailleurs le générique de. Vous avez peut-être pas entendu. Ah, je l'ai pas entendu. Ah bon. C'est dommage. C'est la musique de la leçon de piano de Jane Campion, Jane Campion, qui est magnifique. Bon, Sophie, on a hâte. Allez. Alors donc, écoutez, alors voilà, nous avons en face de nous un homme, un réalisateur, scénariste et producteur français qui est né un 17 mars. Je ne donnerai pas la date, l'année, à Alger. Et si je vous dis, on va faire court. Si je vous dis le coup de Sirocco, le grand pardon, l'union sacrée, comme les 5 doigts de la main, ce que le jour doit à la nuit, 24 jours. Vous me dites? Oh non, c'est trop facile. Vous me dites? Alexandre Arcadi. Bonjour Alexandre. Ouais. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Alexandre. Il a bien participé. C'est un plaisir d'être là. Nos invités sont tous pas comme ça. Dans ces beaux bureaux et dans ces beaux studios. Voilà, on est bien, puis vous êtes bien entouré ce matin, Alexandre. Allez, alors moi, ma première question à chaque fois, après 44 ans d'une magnifique carrière, 27 films, séries tournées, c'est vraiment le métier que vous vouliez faire, Alexandre? Écoutez, en partant au kibbutz en Israël, quand j'avais 18 ans, je voulais être cuisinier. C'était quelque chose qui m'intéressait, j'avais envie de faire ça, mais toujours derrière ma tête comme ça, ce métier d'acteur, surtout métier d'acteur, je voulais être acteur. Et je me souviens d'une petite anecdote en arrivant au kibbutz, le premier jour, tout le monde savait que je voulais aussi être acteur, et donc quand on a été regarder le plan de travail, c'est-à-dire chacun était destiné à une tâche au kibbutz, et je découvre que je suis à la tarbout, c'est-à-dire à la culture, non pas à la culture culturelle. Hein. Et j'en suis très très heureux, mais ce n'était qu'une facétie, puisque le lendemain, j'ai construit une scène, c'est-à-dire j'ai porté des madriers toute la journée pour construire une scène pour le prochain spectacle. C'était une façon de commencer en disant tu vas être comédien, mais commence par construire la scène. C'était peut-être un bon exemple de chemin à prendre. Et j'ai démarré comme ça, avec cette envie d'être acteur. Tout à l'heure, on parlait de Martine Chevalier. J'étais engagé au Théâtre de la Ville, à l'ouverture du Théâtre de la Ville. Et pendant 1 an, ça a été extraordinaire. Alors, comment est-ce qu'on passe de l'envie de devenir acteur à réalisateur ? Eh bien, écoutez, très vite, j'ai voulu être metteur en scène, non pas pour faire de la mise en scène, mais pour me mettre en scène moi, puisque personne ne voulait me faire jouer, on me connaissait pas. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais le kibbutz, on reviendra sur le kibbutz. Et donc, j'ai fait ma première mise en scène chez Jean-Louis Barrault sur une pièce de Jean Genet qui s'appelait Haute Surveillance. Et cette pièce-là, j'ai obtenu les droits de façon absolument incroyable. Et j'ai joué dedans. J'ai joué un des rôles. Voilà, c'était ça le début. Ça, c'était le théâtre. Au théâtre. Et puis progressivement, très vite, j'ai commencé à faire d'autres mises en scène et devenir à 22 ans, 23 ans, directeur d'un théâtre. Le théâtre Jean Villard de Suresnes. Ah oui. Oui, j'y suis resté presque 4 ans et j'ai monté beaucoup de spectacles. J'ai touché à tout puisque j'avais une programmation à faire dans une grande salle. Elle faisait 1500 places. Hein. Et pendant ces 3 ans, j'ai fait ce métier que j'aimais énormément. Mais très vite, le 4e mur me manquait. C'est-à-dire que j'avais envie, mes spectacles, souvent mes mises en scène étaient très naturalistes, très cinématographiques. Et voilà, tout simplement, j'ai opté pour l'écriture d'un scénario et puis je suis arrivé au coup de Sirocco. Mais quand vous montiez justement vos spectacles en tant que directeur de théâtre, est-ce que c'était très ouvert sur tout ou est-ce que vous étiez déjà dans la veine des films que vous avez C'était surtout la volonté de mettre en scène des acteurs. Et j'ai eu... vous avez gardé jusqu'au bout. Oui. J'ai eu de cesse que de distribuer des acteurs venant d'horizons très différents, mais très différents. Imaginez que dans un des spectacles que j'ai monté, qui s'appelait Hôtel Baltimore, il y avait Nils Arestrup, Dora Dole, Jacques Rispal. Vous voyez, ce mélange de genres. Dans un autre spectacle, j'avais mis Jacques Duby et Nicole Garcia, qui était une toute jeune actrice. Voilà, ça c'était une volonté pour moi d'aborder le théâtre
par les acteurs, et j'avais l'impression d'apprendre mon métier de directeur d'acteur à travers ce laboratoire qu'est le théâtre, et ce qui m'a permis par la suite de pouvoir aborder le cinéma par la direction d'acteur plutôt que par la technique. Bon, la technique, elle est là. Bon, il faut savoir, il manquerait plus que ça qu'un plombier ne sache pas réparer une fuite. Donc, je suis un artisan du cinéma, mais c'est pas ce qui prime. Moi, ce qui prime, c'est vraiment l'homme, la femme que je mets en scène, cette peau qui vibre, cet œil qui brille. La lumière. Voilà. Et vous savez, ce que disait Hitchcock était extraordinaire quand on lui disait maître, comment vous concevez votre mise en scène? Alors il disait quand j'arrive sur un décor, je mets ma caméra là où on voit le mieux et puis je laisse jouer les acteurs, et s'ils sont intéressants, je me rapproche. Alors Sophie, je voudrais juste revenir sur le kibboutz, parce que c'est vrai qu'au départ, en tout cas, votre vie est un peu un limon pour vos films, le Sirocco, et ce film que vous avez fait avec Richard Berry, dont vous allez nous donner le titre, qui est justement la vie de 3 jeunes en kibboutz. C'est un peu effectivement, on s'inspire quand on fait du cinéma, on s'inspire avec Sophie Marceau. Ouais. Oui, c'était pour Sacha. On s'inspire effectivement de ce qu'on a vécu et des expériences de vie. Hein. Mais tous les metteurs en scène vous diront la même chose, ou tous les écrivains vous diront la même chose. L'inspiration, elle naît de ces expériences-là. Et c'est vrai qu'en faisant le film pour Sacha, j'avais envie de parler de cette expérience du kibboutz, parler d'une jeune fille qui, dans ce mouvement de jeunesse que j'ai fréquenté, s'est suicidée à l'âge de 17 ans et qui a été une marque, une cicatrice, quelque chose qui a été une blessure plutôt énorme. Et donc c'était une façon à la fois de présenter le kibboutz, dont on ne savait pas grand-chose pour le grand public, Israël de cette époque-là, et puis au niveau historique, le fait que la guerre des 6 jours a été un moment très important qui a fait basculer l'État d'Israël dans une géopolitique beaucoup plus difficile. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, en 67, Ben Gurion, Yigal Allon disait « Il faut rendre ces territoires, rendez-les, ça va être la plaie d'Israël ». Et aujourd'hui, on se rend compte que sans régler ce problème des territoires, on ne réglera pas le problème israélo-palestinien. Oui, il y en a encore pour un petit moment, j'en ai peur. Oui. Alors justement, vous démarrez... Pour Sacha, c'est pas votre premier film. Non, c'est le coup de Sirocco. Le coup de Sirocco, premier film, avec un très jeune Bruel. Alors, c'est un film qui exorcise un peu, si je puis dire, votre parcours, parce que vous avez eu besoin de parler quand même de cette... Parce qu'il y a un autre film magnifique, mais celui-là, le coup de Sirocco, c'est votre vie, enfin, c'est votre... C'est pas tellement de moi que je voulais parler. Bon, effectivement, je m'y suis mis à travers Patrick Bruel, qui avait fait son premier rôle, mais c'était surtout cette génération, la génération de mes parents. Et un jour, nous habitions à Vitry, dans la cité Balzac, qui n'était pas encore ces territoires perdus de la République. C'était un endroit où il faisait bon vivre. Et je voyais ma mère quand même regarder à l'horizon ces fumées de cheminée, cette grisaille. Et j'ai compris à ce moment-là que la moitié de sa vie était de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est en témoignage de cette génération qui s'est vue, bousculée par l'histoire dans un univers qui était pas le sien au départ, que j'ai eu envie d'écrire le coup de Sirocco. Comment est-ce que vous êtes de cette génération justement dont les parents ont été jetés dehors, il n'y a pas d'autre mot. Comment on vit justement quand on est cette deuxième génération? Est-ce que on parle avec ses parents? Est-ce que on est dans le non-dit? Est-ce qu'on supporte un poids psychologique justement qui n'est pas le vôtre? J'en ai parlé peu. Mon père est parti. J'étais très jeune, j'avais 20 ans. Avec ma mère, on en parlait un petit peu, mais je me souviens surtout, à un moment donné, avant la guerre civile en Algérie, elle a voulu y retourner. J'ai voulu l'accompagner, puis j'ai pas osé. Je me suis dit, ce voyage, c'est son voyage. Et elle est partie, au lieu de rester 15 jours chez des amis, elle est restée presque 2 ou 3 semaines, je ne me souviens plus. Et à son retour d'Algérie, après ce voyage incroyable, je l'ai interrogée. Alors elle m'a dit, évidemment, j'ai revu un tel, j'ai été là, j'ai été au cimetière, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai dit, mais maman, mais exactement, toi, par rapport à ce retour,
Et elle m'a dit cette phrase extraordinaire. Elle m'a dit, tu sais mon fils, je sais pas comment on a fait pour vivre là-bas. Oh. Et c'était extraordinaire parce que la page était tournée. Oui, oui. Effectivement, elle avait vécu autant de temps en France qu'en Algérie et elle se rendait compte qu'il y avait un tel décalage. En vrai, le vécu, son propre vécu, et voilà. Et c'était une façon de tourner une page, mais de garder en soi ces souvenirs qui sont intacts. Bien quoi. Sûr, voilà. Bien sûr. Alors juste pour revenir à votre carrière, Alexandre, est-ce que vous avez l'impression que Le Parrain est un tournant dans votre carrière? C'est quand même un film qui aura marqué... Je n'ai pas fait de Parrain. Hein. Non, pas le Parrain. C'est le grand pardon. Bien joué, le grand pardon. Le grand pardon. Ou alors appelez-moi Coppola. Voilà. Et j'en serais très heureux parce que pour moi c'est un des plus grands cinéastes du monde. Alexandre, c'est un lapsus parce que j'ai toujours pensé que au fond le grand pardon équivalait au Parrain. Vous voyez, Sophie me regarde avec un drôle d'air. Bon, allez, le grand pardon. Vous savez, cette histoire du grand pardon, elle est née même avant le coup de Sirocco. Hein. J'avais lu un article dans le Nouvel Observateur d'un journaliste appelé René Bachmann, que je salue au passage s'il m'écoute. Et il avait écrit un article extraordinaire sur l'enterrement d'un des frères Zemmour, William Zemmour, et c'était digne de l'enterrement d'Al Capone. Oui, c'est ça. Et j'ai été bluffé par cet article, mais je ne pouvais pas en faire un premier film parce que c'est un film ambitieux, cher, etc. Et je l'ai gardé en réserve. Et après ma rencontre avec Roger Hanin, j'ai eu envie de tourner un autre film avec lui, et immédiatement s'est imposé ce film, ce grand pardon, ce qui m'a permis d'abord de le mettre en scène, Roger Hanin, et puis de découvrir une pléiade d'acteurs qui sont venus me rejoindre, que ce soit Jean-Pierre Bacri, Richard Berry, etc. Vos acteurs fétiches quand même. Darmon, Berry, Bruel. C'est vous qui les avez lancés. Oui, on les revoit beaucoup dans vos films. Oui, souvent. mais parce que je me retrouve un petit peu en eux, d'une certaine manière. Et comme j'ai abandonné cette carrière d'acteur, c'est une espèce de miroir comme ça, que ce soit d'abord Bruel, surtout Bruel, qui souvent a été, je pense particulièrement à ce film Aka, où il a été vraiment cette espèce de miroir que je voulais, dans lequel je me reflétais à travers lui, que ce soit le coup de Sirocco, et bien d'autres films. Voilà, ce sont des acteurs que j'aime et qui m'ont apporté non seulement du plaisir, mais évidemment une force dans les films. Quand on parle de l'Union Sacrée, Richard Berry, Bruel, ça a été vraiment une rencontre d'acteurs qui a donné naissance à un film qui, au-delà de ce que dit le film, c'est quand même la présence de deux grands acteurs. Absolument. Mais vous avez l'impression que ça a changé votre carrière, le grand pardon, Monsieur Corleone. Écoutez, moi j'ai eu la chance de faire un premier film avec le coup de Sirocco qui a très bien marché, et ce qui m'a permis de faire ce deuxième film qui a également très bien marché. Donc voilà, j'ai eu cette chance d'être un metteur en scène, producteur, qui a commencé sa carrière avec des films qui ont rencontré le public, et puis voilà, les choses ont été de l'avant. On marque une pause et après, Sophie, c'est le choix de ton invité de musique. Et on se retrouve dans la seconde partie de notre émission. Votre invité Alexandre Arcadi, Sophie. Quelle jolie chanson. Oui, c'est une belle chanson. Ah oui, quelle jolie chanson. Oui. Et voilà, il y a une belle histoire autour de cette chanson. Quand j'ai conçu le film les cinq doigts de la main, avec Patrick Bruel et Françoise Fabian qui jouaient le rôle de sa maman, et elle était entourée de Pascal Elbé et de Vincent Elbaz et des autres, pour des raisons que vous savez, vous connaissez, le plan de travail nous a obligés à tourner la scène de fin le premier jour de tournage, qui était absolument, comme d'habitude, incroyable. Et c'est une scène très importante pour ceux qui ont vu le film. C'est la mort de Françoise Fabian subitement dans cette maison qu'elle retrouve sur les bords de la Méditerranée. Et elle est attablée avec Patrick Bruel, son fils aîné. Et je voulais faire une séquence quasi muette. Et j'ai rien dit à Patrick et je lui ai dit, écoute, on va tourner et je vais envoyer une musique et tu verras.
Mais j'en savais pas plus. Moi, elle me plaisait, cette chanson, et je trouvais qu'elle était en phase avec l'ambiance de ce que vous vouliez faire. Oui. Et j'envoie cette musique pendant le tournage, et je vois Patrick fondre en larmes, mais vraiment en larmes. Il est saisi par une émotion absolument incroyable. La mort de sa maman, ici présent, ses enfants qui sont sur la balancelle, ses frères qui ne sont pas au courant, ses regards qui s'échangent. Cette atmosphère sous ce soleil méditerranéen, cette mer bleue qui est derrière, etc. Il y avait quelque chose d'absolument magique. Et après avoir coupé, il vient me voir, il me dit « Mais comment tu as su ?» J'ai su quoi? Il dit, mais ma chanson préférée. Ah oui, c'est ma chanson préférée. Oui. Et je vais te dire, il y a même pas 2 mois, j'étais en Israël pendant un concert, et la seule chanson que j'ai voulu partager avec un chanteur, c'était celle-là, et Shlomo Artzi est venu avec moi chanter cette chanson sur scène. Donc je suis tombé par hasard. Mais bien. Est-ce qu'il y a des hasards? Je ne sais pas. Non, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Mais il y a une conjoncture qui a fait que, voilà, j'ai beaucoup d'émotions en écoutant cette chanson. Parce qu'elle me rappelle ma mère, parce que d'autres souvenirs viennent avec, et puis c'est un moment assez magique dans ce film-là. Alors justement, pour parler chansons, moi je voudrais qu'on parle, parce qu'on en parle assez peu en fait, avec nos invités, de ceux qui font la musique des films, et notamment Serge Franklin, avec qui vous avez travaillé 2 fois sur Le Grand Pardon et Le Coup de Sirocco. Alors moi, la musique du Grand Pardon, ça me hante. J'adore. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, notre premier invité était Sam Karman, ici, la première émission. Voilà, Sophie. Sam. Sophie, écoute. Voilà, j'adore. Et donc ça va être difficile de continuer. J'avais chanté a cappella. Je sais pas si vous vous souvenez à Sam en disant si je vous sens cette chanson, Sam, ça vous rappelle quoi? Oui. Et on n'avait pas la musique. Et donc deux collaborations avec Serge. Oh, plus que ça. Plus que ça. Ah oui, plus que ça. D'abord, Serge est un grand ami. Il m'a accompagné au théâtre sur beaucoup de mes spectacles. Et puis, quand j'ai abordé le cinéma, que ce soit Le Coup de Sirocco, Le Grand Pardon, Le Grand Carnaval, Dernier été à Tanger, quel autre film encore nous avons fait? Nous avons fait plusieurs. Serge, c'est un compagnon de route. Oui. Et puis, comme les compagnons de route, par moments, il y a des chemins qui se font comme ça et qui s'éloignent. On s'est éloigné un petit peu, mais on va se retrouver. Parce que vous savez que, vous ne savez pas, sûrement pas même, puisque je suis en train de l'écrire. Je suis en train d'écrire une série à partir du Grand Pardon. Et c'est Serge Franklin qui va faire la musique. Va revenir à la manœuvre, oui. Pour moi, c'est de la même qualité pour moi que la musique de Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Ou que le Parrain. Ennio Morricone. Oui, on peut dire le Parrain, mais Ennio Morricone, l'homme à l'harmonica, c'est aussi ça me hante autant que cette musique du Grand Pardon. Mais quand vous écoutez la musique, par exemple, du Grand Carnaval, elle est de cette qualité-là. Ah oui, et franchement, la chance que j'ai eue avec Serge Franklin, s'il nous écoute, je le salue, c'est qu'il me faisait les musiques avant le début du tournage. Ah oui, je les avais sur le plateau. Ça, c'était extraordinaire. C'est cool. Extraordinaire. Le Grand Carnaval, c'est un très beau film et une très bonne musique aussi. Hein. C'est quelque chose qui nous a marqué. J'adore. Alors moi, je voudrais qu'on parle quand même, avant la fin de cette émission, du film que vous avez réalisé avec beaucoup de difficultés, mais qui me paraît être un témoignage, enfin en tout cas incontournable, sur Ilan Halimi. Je me souviens plus de la date exacte du film. Il y a maintenant presque 5 ans. 5 ans. Ouais, 5 ans que j'ai fait le film, oui. Sachant qu'à l'époque, Richard Berry réalisait quasi concomitamment le même film, mais d'un autre point de vue. Pourquoi avez-vous envie justement de faire ce film dans c'était frais encore, la mort de Ilan. Au moment de la mort d'Ilan, j'ai eu ce sentiment à la République, quand on a eu cette marche, d'abord de ne pas voir la même foule qu'après le cimetière de Carpentras. Je veux dire, on a l'impression que c'était... Il y avait du monde quand même, hein. Moi c'est la seule où je suis allé. Il y avait du monde, mais enfin, moins. Bon. Et j'ai eu ce sentiment qu'on se souviendrait plus des barbares et de Youssouf Fofana que d'Ilan Halimi, et que son nom disparaîtrait. Et j'ai eu ce sentiment très profond qu'il fallait laisser une trace, qu'il fallait mettre quelque chose, un petit caillou, comme ces petits cailloux qu'on met sur les
sur les pierres tombales quand on passe voir quelqu'un. Et jusqu'au jour où Ruth Halimi a écrit son livre 24 jours sur la mort d'Ilan Halimi, et j'ai trouvé que c'était un livre qui était une façon de me prendre par la main, de me dire s'il y a un film à faire, c'est par cette voie-là, par ce chemin-là qu'il faut aller. Et donc j'ai rencontré Ruth Halimi par l'intermédiaire d'Émilie Fraiche qui a coécrit le livre, et elle a accepté que je fasse ce film avec une condition, c'est que je fasse le film après que l'épisode judiciaire soit terminé, ce que j'ai compris, et donc j'ai attendu quasiment 2 ans avant de faire le film. Entre-temps, il y a eu ce livre tout de suite, et un autre projet qui s'est mis en place. Ça a été un peu perturbant pour le public, mais moi j'étais investi de cette volonté de porter témoignage, et comme j'ai eu la confiance de la famille, j'ai été jusqu'au bout, malgré les difficultés, malgré le non-accompagnement au niveau de la production, et grâce à beaucoup de la communauté qui m'ont aidé à finir le film. Le film a pu être sur les écrans et exister aujourd'hui comme il existe. Oui. C'est un film, on disait hors antenne, dont vous étiez déçu un petit peu de l'accueil auprès du public. Il n'y a pas eu les entrées escomptées. Pas déçu, c'était presque normal. Vous savez, j'ai montré ce film à Manuel Valls, qui était alors notre Premier ministre, et qui m'avait beaucoup aidé en tant que ministre de l'Intérieur pour que j'obtienne certaines autorisations, comme tourner au Quai des Orfèvres, par exemple, où on n'avait jamais tourné. Absolument. Et quand il a vu le film, il m'a dit une phrase qui me restera marquée. Il m'a dit « Ce film est un miroir dans lequel les Français n'ont pas envie de se regarder. Voilà, » Et c'est la raison pour laquelle je pense que le film se verra. Oui. Moi, j'ai confiance parce que je sais qu'il continuera à se voir, qu'il continuera à en tout cas, il existe. Présent. Il a le mérite d'exister aujourd'hui. Et même si on n'a pas rencontré le grand public, même dans notre communauté, beaucoup de notre communauté n'ont pas pu aller voir ce film en se disant je ne peux pas, ça a été un tel traumatisme que je ne peux pas. Eh bien, je crois que il continuera à être vu, il continuera à être présent, et il marquera son temps. Oui. Alors, on a encore un peu de temps. Oui, juste, je trouve que c'est un film qu'on peut voir parce qu'il est important. Moi, je voudrais juste demander à Alexandre, parce qu'il est quand même très présent autour d'Israël. Quelle est, Alexandre, votre relation à ce pays? On vous voit très souvent au Festival du cinéma israélien, qui a lieu, Sophie, dans votre salle, encore cette année, du 16 au 24 mars. Absolument. On voit Alexandre, il vient, il sera, je l'espère, le parrain l'année prochaine. Votre relation à Israël, Alexandre, elle est toujours aussi forte? Bien sûr, forcément, j'ai un lien intime avec Israël. D'abord parce que j'y ai vécu, parce que c'est un pays qui nous lie et qui est quand même ce lien indéfectible dans notre communauté. Mais j'y suis attaché. En ayant évidemment un regard critique quand il le faut, et puis il le faut par moment, même si la politique israélienne ne nous concerne pas, elle est au cœur même de la communauté israélienne, du peuple israélien, mais on peut avoir un regard, et il le faut. Mais j'ai autant d'attaches avec Israël qu'avec l'Algérie, par exemple. Et les Algériens le savent. Et c'est ce qui fait aussi l'intégrité d'un citoyen. C'est-à-dire qu'il soit sensible à différentes causes. Et ce qui se passe en Algérie me touche aussi beaucoup, parce qu'il y a quelque chose qui, j'espère, va se produire dans ce pays-là. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Je trouve qu'il y a un lien presque psychologique entre l'Algérie et Israël. Il y a quelque chose qui est de ce domaine-là. Et c'est la raison pour laquelle je suis lié d'une façon aussi forte, évidemment, à la France. Bien sûr. Évidemment, je suis français. Sophie, on va conclure. Juste pour savoir quels sont vos projets, vos projets à venir. Écoutez, normalement, il est question de faire l'Union Sacrée 2. Voilà, l'Union Sacrée 2. Voilà, avec Richard Berry, Kev Adams, qui jouera le rôle du fils de Patrick Bruel, et peut-être Patrick qui sera là, enfin on verra. Et j'ai un autre projet qui est en développement. C'est un auteur qui s'appelle Marco Koskas, qui a écrit un livre qui s'appelle Bande de Français.
Et donc j'ai acheté les droits et je suis en train de développer le scénario. Et j'ai appris tout à fait par hasard hier, parce qu'il me l'a envoyé ce message, c'est que ce livre traduit en anglais est le premier dans les ventes d'Amazon aux États-Unis. Ouais, c'est une drôle d'histoire. C'est mon voisin à Tel Aviv. Ah oui. On se quitte sur, Alexandre, la musique de Pour Sacha, pour vous rappeler votre jeunesse. Merci hier. beaucoup, Merci Alexandre Arcadi. Merci.